Bonjour à tous. Dans les temps heurtés qui sont les nôtres, on peut dire que le courtier a incontestablement marqué des points en matière de proximité. Et la proximité, c'est bien l'essentiel du commerce bancaire. En tout cas, c'est un des points assez fondamentaux du commerce bancaire. Les actualités juridiques que nous partageons ensemble aujourd'hui, lundi 22 mars 2021, vont graviter autour de trois sujets. Le premier, justement, la vente à distance. Quels sont les points clés à avoir à l'esprit pour pratiquer le courtage à distance? Le deuxième, toujours parce que c'est un sujet essentiel de l'activité de courtage dans le contexte que nous traversons, la situation de l'instruction de la demande de crédit auprès des banques et en particulier du caractère obligatoire de l'instruction d'une demande de crédit présentée par un consommateur. Et puis, troisième point, tout à fait dans l'actualité, et cette fois dans ces aspects un peu plus chauds, le sort du refus de crédit en présence d'un contrat de mandat de recherche de capitaux. Quelles sont les précautions à prendre par le courtier en crédit en cas de refus de prêt? Un sujet qui est judiciairement assez volcanique. Premier point, quelles sont les informations à partager en matière de vente à distance? Évidemment, la vente à distance est devenue un sujet assez fondamental dans la manière dont l'économie fonctionne maintenant. Et on le voit d'ailleurs dans les statistiques, puisque le commerce en ligne, le commerce par Internet, a fait un bond assez significatif en 2020. Les gens qui étudient ça de manière assez rigoureuse et scientifique estiment qu'aujourd'hui, environ 13% du commerce se déroule par Internet. Pas forcément un chiffre extraordinaire ni fabuleux, mais c'était 10% en 2019, seulement un an avant. Donc on voit quand même une dynamique qui s'est enclenchée en matière de vente à distance, et elle est particulièrement marquée, toujours selon les mêmes statistiques, lorsqu'on examine les habitudes de commerce par Internet par tranche d'âge pour les jeunes qui sont définitivement classés dans la catégorie des moins de 30 ans. Le commerce par Internet est une façon d'acheter qui est devenue incontournable. Donc on a toutes les raisons de s'intéresser et de faire le point sur cette question de la vente par Internet, et en particulier d'une chose simple qui est la prestation d'intermédiation et de courtage à distance. Qu'est-ce que ça veut dire à distance? Ça veut dire tout simplement en dehors de l'agence, c'est-à-dire en dehors du lieu de vente habituel du courtier en crédit ou de l'IOBSP. Ça recouvre deux façons de vendre, soit la vente à distance elle-même, c'est-à-dire que je suis en contact, le courtier l'IOBSP est en contact avec un consommateur qui n'est pas physiquement au même endroit, ils sont en face à face, ils sont au même moment, de façon synchrone, au même moment en contact, ou pas d'ailleurs, ça peut être aussi une correspondance déconnectée, mais en tout cas, ils ne sont pas dans le même lieu physique. Donc ça, c'est la vente à distance. Et puis la deuxième manière de vendre en dehors de l'agence, c'est bien évidemment de se rendre dans un autre lieu que le lieu habituel de l'IOBSP ou du courtier. Donc ça peut être chez le client, et puis ça peut être dans un autre lieu, une entreprise par exemple. Là, évidemment, cette forme-là est aujourd'hui un peu moins sollicitée compte tenu du contexte. C'est évidemment la vente à distance qui a pris le dessus et qui est un instrument intéressant, en ajoutant que les intermédiaires, les courtiers, les IOBSP présentent une dynamique certaine même en matière de digitalisation, de numérisation, une sensibilité à la distribution à distance qui est beaucoup plus aiguë que celle qu'on peut trouver chez les banques, par exemple, qui en parlent beaucoup mais qui font pas grand-chose. Quels sont les points d'attention en matière de vente à distance? 3, 4. Le tout premier, c'est vraiment d'avoir bien à l'esprit que la vente d'une prestation d'intermédiation bancaire à distance rentre dans l'intégralité de la vente à distance de produits financiers, avec toutes les conséquences. Et pour ne citer que les principales, la première, l'existence d'un droit de rétractation. Ça, c'est prévu par l'article L222-7 du Code de la consommation. La personne, le consommateur qui entre dans une logique de vente à distance bénéficie d'un droit de rétractation de 14 jours. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une forme de réversibilité du consentement.
En principe, le consentement, il est donné et le consommateur ne peut pas le retirer, le professionnel non plus. Ça, c'est le grand principe du droit civil éternel, du droit des contrats. Et là, avec le droit de rétractation, un consentement peut être donné, un accord peut être donné, une validation d'un contrat d'intermédiation peut être donné, un contrat de mandat de recherche de capitaux, par exemple, eh bien, le consommateur dispose du droit de changer d'avis, du droit de se rétracter. Ça, il est impératif que l'intermédiaire en opération de banque, le courtier en crédit, l'organise. La deuxième chose, le deuxième point d'attention qui est fondamental en matière de vente à distance, c'est la mise à disposition de ce que le droit appelle un support durable. Un support durable, c'est un dispositif qui permet de stocker des informations, comme peut le faire une feuille de papier, mais ça peut être un dispositif électronique, ça peut être un espace dédié, notamment un espace dédié est une bonne illustration ou un bon exemple. Non seulement le support durable doit être mis à disposition du client, mais le consommateur doit bénéficier d'informations pour activer ce support durable. Et notamment deux choses qui sont très importantes pour le courtier en crédit. La première, le consommateur doit être informé de la mise à disposition de ce support durable. Il doit en avoir connaissance, savoir que ce support durable existe et qu'il peut y accéder. Et le deuxième élément important, c'est que l'intermédiaire en opération de banque doit conserver la preuve que le consommateur a accédé aux informations de ce support durable, parce que cette notion de preuve est essentielle, on va la retrouver dans d'autres sujets, cette notion de preuve est toujours essentielle dans l'activité d'un professionnel, comme l'est un intermédiaire en opération de banque. Et donc, si on met à disposition des informations via un support durable et que le professionnel ne conserve pas ou n'organise pas la preuve que le consommateur a accédé à ces informations, eh bien, il ne pourra pas, le professionnel, prouver qu'il a bien délivré ses obligations, et notamment qu'il a bien remis toutes les informations qu'il a à remettre au consommateur. Un point, ça c'est les deux points essentiels, hein, le droit de rétractation de 14 jours et la mise à disposition d'un support durable avec son environnement d'utilisation. Deux points d'attention ou deux coups de projecteur particuliers. L'un pour rappeler qu'il existe une recommandation de la CPR de 2016 R01, son petit nom officiel du 14 novembre 2016, sur l'utilisation des médias sociaux par les professionnels de la banque et de l'assurance. On comprend bien qu'un média social peut être évidemment un instrument et un support de vente. Et donc, il y a des dispositions particulières et des preuves à conserver en matière d'usage de médias sociaux, de réseaux sociaux, hein, pour dire les choses. Donc, tout commerce par les marques bien connues de réseaux sociaux et doit s'insérer à l'intérieur de cette recommandation de la CPR du 14 novembre 2016. Et le dernier coup de projecteur en matière de vente à distance, c'est bien évidemment la vente par téléphone. Vous avez tous observé que la vente par téléphone faisait l'objet d'une attention très particulière. Je ne vais pas citer les quelques illustrations qu'on a pu voir ces derniers temps, que ce soit des sanctions ou des discussions à l'Assemblée nationale dans le cadre de propositions de loi. Donc la vente par téléphone, elle doit être une manière de vendre bien encadré, bien précisé. Il est intéressant de faire des procédures ou d'avoir des procédures en interne quand on est courtier en crédit pour ce média-là. Deux, trois éléments pratiques à avoir à l'esprit. Le premier appel ne peut pas être un appel de vente. Le premier appel ne peut pas être un appel de vente, ça doit être un appel de prise de contact lorsqu'il n'est pas sollicité en particulier. Le deuxième appel ne peut pas avoir lieu si on n'a pas eu le consentement écrit du client lors du premier appel de poursuivre l'entretien de la relation commerciale et de la vente par téléphone. Et puis, tout ça doit se terminer par un récapitulatif écrit, la vente par téléphone pure, où le client ne sait pas exactement à quoi il a dit oui et où le professionnel ne sait pas exactement prouver ce que le client a pu dire. C'est évidemment des procédés commerciaux répandus, hein. Il n'y a pas de mystère là-dessus. Tout le monde a bien compris que c'était que le téléphone pouvait être une façon facile de pousser des produits. Tout ça, c'est des procédés qui ne peuvent plus exister. Pas de vente au premier appel, nécessairement une confirmation écrite pour engager le deuxième appel et affermir ou concrétiser la vente, et toujours un récapitulatif écrit lorsqu'on pratique de la vente par téléphone. Voilà des éléments de procédure très simples
qui sont aussi juridiquement très sécurisants. Rappeler pour terminer sur la vente par téléphone et clôturer notre propos sur la vente à distance, qu'il existe un dispositif d'opposition au démarchage téléphonique, ça s'appelle Blocktel. Euh, Constatons que tous les professionnels n'ont pas le réflexe de consulter Blocktel ou même d'acheter des fichiers de lead dont on est certain que les noms et les coordonnées qui figurent à l'intérieur sont bien celles de personnes qui ne se sont pas opposées à ce qu'on les contacte par téléphone. Voilà ce qu'on peut dire sur la vente à distance, sujet essentiel. Et encore une fois, le courtier a prouvé qu'il avait vraiment marqué des points dans cette période secouée et qu'il est vraiment, comme on l'a retenu pour l'intitulé de ses actualités juridiques, l'agent de proche, quelqu'un qui est vraiment dans la proximité, y compris dans ces périodes qui sollicitent de façon assez raide et assez énergique, y compris les méthodes commerciales et la relation avec les clients. Voilà pour la vente à distance. Ce qu'on peut en dire aujourd'hui et les points sur lesquels il est bon d'attirer votre attention aujourd'hui. Un deuxième sujet important dont on a déjà parlé, sur lequel on a beaucoup communiqué, pardon, qui fait l'objet de beaucoup d'interrogations, de beaucoup de questions, de beaucoup d'étonnements, de désappointements. Enfin, en tout cas, c'est un sujet essentiel. À mon sens, il est essentiel parce qu'il est crucial pour l'activité d'intermédiation en opération de banque. Il est crucial notamment pour l'activité de courtage en crédit. Je parle bien entendu de la question de l'instruction de la demande de crédit par la banque. Disons, redisons, réaffirmons les choses comme elles se trouvent en droit, et je sais parfaitement que ça n'est pas la pratique. En droit, l'instruction d'une demande de crédit ne peut pas être refusée par un établissement de crédit agréé. Je sais bien que aucun ne se prive de le faire ou de le dire, mais la situation juridique sur ce sujet qui est essentiel pour l'activité de courtage en crédit, c'est que quand un consommateur présente une demande d'instruction de crédit, une banque ne peut pas, par principe, refuser d'instruire cette demande de crédit. Et pour dire les choses très clairement, elle ne peut pas refuser d'instruire cette demande de crédit au prétexte que le consommateur a choisi de présenter sa demande en se faisant représenter par un courtier en crédit. C'est évidemment quelque chose que le droit n'accepte pas. C'est pas simplement une théorie ou une fantaisie ou une vapeur juridique du moment. Il y a des textes très précis qui viennent soutenir cette affirmation juridique. Le premier est très simple, c'est que la demande d'instruction de crédit constitue une prestation de service. C'est une prestation de service. C'est une prestation de service au sens juridique. Il y a une directive très précisément de 2011 qui définit ce que c'est qu'une prestation de service et l'instruction d'une demande de crédit rentre dans cette définition. De plus, et hors ou en plus, à côté, en prolongement du fait que la demande d'instruction de crédit est une prestation de service, eh bien, il y a un texte très clair du Code de la consommation, c'est l'article L121-11 du Code de la consommation, qui interdit le refus de vente de prestations de services, sauf pour des exceptions très particulières qu'on peine à trouver pour l'instruction d'une demande de prêt. Donc, il s'agit bien d'une prestation de service, la demande d'instruction de crédit, elle est présentée par un consommateur, c'est une prestation de service pour un consommateur, et il est interdit de refuser la vente d'une prestation de service. Ça, c'est le premier point, très solide, très référent, très affirmatif, très clair, il n'y a pas d'interprétation, d'exégèse très compliquée à faire pour comprendre son application. Une deuxième raison juridique qu'il est bon d'avoir à l'esprit et qu'on peut également utiliser, c'est que les pratiques commerciales déloyales, au sens large, sont interdites par le Code de la consommation, donc par la loi, et en particulier une catégorie de pratiques commerciales déloyales qui sont les pratiques commerciales agressives. C'est l'article L121-6 du Code de la consommation qui décrit assez bien, c'est un article assez épais, qui décrit assez bien des cas de figure que l'on peut retrouver quand un établissement de crédit, une banque, s'oppose
à l'instruction d'une demande de crédit immobilier d'un consommateur au prétexte qu'il est passé par un courtier. Donc, ces pratiques commerciales déloyales et en particulier agressives sont interdites. Et donc, les banques sont tenues également de respecter cette interdiction-là. Et c'est une raison supplémentaire pour laquelle l'instruction d'une demande de crédit doit être faite par une banque. Une troisième raison, déjà évoquée aussi, hein, il n'y a pas énormément de choses nouvelles, si ce n'est l'entêtement des banques dans le refus d'instruction de crédit. Cet entêtement dont on sent quand même qu'il est en train de s'effriter. On sent que les banques sont pas très à l'aise et que plus on en parle, plus on a une probabilité de voir basculer cette pratique contraire au droit, hein. C'est bien l'objectif. Une troisième raison, c'est de rappeler que le mandat et le contrat de mandat dont bénéficie le courtier est opposable au tiers. L'article 1200 du Code civil nous dit les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat. La banque est un tiers, le contrat de mandat existe, le consommateur a donné un mandat au courtier de faire quelque chose pour son compte, pour le compte du consommateur, pas du courtier. Les banques doivent respecter la situation juridique créée par le contrat de mandat, en l'occurrence, c'est-à-dire respecter la demande du consommateur qui s'adresse à un courtier pour instruire sa demande de crédit. C'est l'article 1200 du Code civil. Quatrième élément qu'il est bon de rappeler aussi, parce qu'on s'aperçoit que ça fait l'objet encore de confusion, et c'est normal puisqu'il y a une communication massive contraire hein, qui nous est infligée en permanence par les banques. Le droit de l'intermédiation bancaire ne fait aucune place, aucune, à la convention de partenariat. Toutes les banques qui disent à un courtier je ne travaille pas avec vous parce que vous n'avez pas de convention de partenariat, sous-entendu, vous devez avoir une convention de partenariat pour que j'accepte d'instruire vos demandes. Toutes les banques qui refusent en raison, invoquant l'absence d'une convention de partenariat, sont des banques qui juridiquement font fausse route, qui se trompent. Il n'y a pas de nécessité de convention de partenariat pour exercer le métier de courtier en crédit. La convention de partenariat est un instrument facultatif qui peut exister entre le courtier et les banques, les courtiers, puisque c'est les banques qui les proposent. Notamment, on voit évidemment profondément l'intérêt d'une convention de partenariat dès qu'il s'agit de, par exemple, définir une rémunération particulière pour couvrir des frais de distribution, par exemple, hein, puisque le courtier va prendre la place du réseau d'agences. Donc, c'est pas stupide d'imaginer qu'il y ait une rémunération, une rétribution spécifique pour cette fonction-là, qui est de supporter des coûts de distribution et de commercialisation. La convention de partenariat peut être très utile aussi pour définir d'autres obligations plus précises. Et on sait qu'elles ont un grand intérêt hein, dans les relations entre un professionnel bancaire comme un courtier et un autre professionnel bancaire comme l'est un producteur de crédit, un établissement de crédit ou une banque. Donc la convention est très bien pour ça, mais elle n'est pas obligatoire. Donc un consommateur peut parfaitement s'adresser à un courtier qui n'a pas de convention de partenariat et un courtier qui n'a pas de convention de partenariat peut parfaitement porter la demande d'instruction de crédit du consommateur à n'importe quel établissement de crédit, a fortiori si le consommateur a pris soin de préciser dans son contrat de mandat qu'il souhaitait absolument que le courtier s'adresse à telle ou telle banque nominativement. Ça, c'est encore mieux, bien sûr, ça fait partie des choses qui sont encore mieux. Mais sur le principe des plans, sur le plan des principes du droit, pas de nécessité de convention de partenariat et donc un mensonge ou une pratique totalement erronée et en dehors du droit qui est ici assénée en permanence par les banques. Dernier point qu'on pourrait évoquer sur le plan des principes, ce sera un cinquième et dernier point, sur un autre registre. Là, on a parlé dans ces par ces quatre aspects du droit du consommateur. C'est le consommateur qui a le droit de s'adresser à un courtier, c'est le consommateur qui a le droit de s'adresser
à un établissement de crédit pour faire instruire sa demande, et c'est le consommateur qui a le droit de s'adresser à un courtier pour le représenter dans l'instruction de sa demande auprès d'un établissement de crédit. Le cinquième point, c'est simplement de bien comprendre que lorsque les courtiers distribuent du crédit, par définition, ils sont dans une activité de commercialisation, que les banques pratiquent aussi. Les banques sont à la fois des producteurs de crédit, mais également des distributeurs directs de leur propre crédit. Donc sur ce plan de la commercialisation des crédits, le courtier est un concurrent de la banque. La banque est un concurrent du courtier. Les deux, la banque et le courtier, exercent en partie une même activité à l'identique, qui est la distribution de crédit. Et il y a un principe général de liberté du commerce et de libre concurrence. Un établissement de crédit qui exerce la distribution de crédit ne peut pas, au titre de la libre concurrence, interdire à un concurrent, d'une façon ou d'une autre, d'effectuer ses propres activités commerciales. Donc ça, c'est un point supplémentaire qui est important, hein. Il n'est pas secondaire. On est dans un pays de libre concurrence. Le courtier est un concurrent de la banque en distribution de crédit. La banque ne peut pas entraver de façon artificielle, pour des raisons qui ne sont pas fondées juridiquement, ne peut pas entraver cette libre concurrence avec le courtier qui doit parfaitement s'exercer en distribution de crédit. Évidemment, personne ne manifeste l'idée que le courtier est un banquier, c'est-à-dire un producteur, c'est-à-dire quelqu'un qui a le droit d'octroyer des crédits. C'est évidemment pas le cas, ni la question, ni le débat. Une fois qu'on a rappelé ces principes juridiques qui sont toujours présents, on les affirme de plus en plus, on les pousse de plus en plus, ben, quelle est la situation? Très simplement, celle qu'on connaît, des banques qui, d'une part, enfreignent le droit et d'autre part, ne sont jamais sanctionnées pour ça. C'est ça la situation atypique dans laquelle baigne le commerce bancaire français pour tout un tas de raisons que j'expose bien volontiers et que je répète bien volontiers. Mais la situation aujourd'hui à laquelle on s'attache, c'est que le commerce bancaire français est caractérisé par cette particularité que certains des professionnels que sont les banques peuvent enfreindre le droit sans jamais être sanctionnés. Et ça, c'est un scandale, évidemment, c'est une anomalie, une inefficacité de ce marché qui est absolument monstrueuse, qui est absolument intolérable et qui ne peut pas perdurer. Bien sûr, elle dure depuis des années, bien sûr, on peut baisser les bras et se dire que ça durera encore des années, mais évidemment, c'est faux. Plus on propagera la réalité juridique, plus on propagera l'idée de cette anomalie, plus on la combattra. Et donc, c'est mon dernier point au sujet de l'instruction des demandes de crédit par les établissements de crédit. Il faut des actions. Les banques enfreignent le droit, elles ne sont pas sanctionnées pour ça. Il faut donc que quelque chose crée le mouvement, et ce mouvement ne peut pas être créé autrement que par les courtiers eux-mêmes. C'est la réalité. Donc, c'est la passivité, en réalité, c'est une autre façon de le dire, c'est la passivité et l'abattement et l'accoutumance à cette situation anormale qui est le propre ennemi de l'intermédiaire bancaire dans ce domaine-là. Qu'est-ce qu'on a comme possibilité? Trois registres d'action possibles. Le premier, c'est tout ce qui permet de constater les anomalies. C'est pas méchant de constater, ça peut se faire de façon particulièrement aimable et amicale. Et donc, c'est de la communication avec les établissements de crédit, de la pédagogie avec les établissements de crédit, de la discussion avec les banques. C'est formaliser toutes ces discussions. On peut faire des courriers, le courtier peut écrire gentiment, on peut faire des courriers d'avocats, bien sûr. Vos avocats qui s'occupent habituellement de vos affaires peuvent parfaitement signaler aux banques de façon répétitive que dans tel ou tel cas, elles ne respectent pas le droit. Ça, c'est important parce qu'on trace et on documente la situation, alors qu'aujourd'hui, cette enfreinte au droit et cette anomalie, elle est silencieuse, occulte, dans l'ombre. Il faut que la lumière soit mise de temps en temps. On n'est pas obligé de mettre des projecteurs de 3 millions de watts dessus, mais des éclairages sont utiles. Donc, ça peut être des courriers, ça peut être des discussions, ça peut être aussi des constats d'huissier, hein, tout simplement. On peut en faire de temps en temps pour acter des refus, mais faire pression pour que les demandes d'instruction soient faites, parce qu'encore une fois, ce point est essentiel. Un deuxième
registre d'action, ça peut être, après avoir constaté, de signaler ces anomalies, les anomalies qu'on est en train de décrire, c'est-à-dire ces enfreintes au droit en référence aux principes juridiques et aux normes juridiques qu'on a évoquées. Là, malheureusement, il faut admettre qu'on a besoin de faire le tri parmi ceux à qui il faut signaler les anomalies, parce qu'il y a des institutions des pouvoirs publics, des représentants de pouvoirs publics qui sont indifférents à ce sujet. Ça sert à rien de signaler une anomalie à quelqu'un qui la connaît parfaitement et qui ne la traite pas. Quelles sont les structures qui peuvent être intéressées aujourd'hui et actives pour faire cesser ces enfreintes au droit? Il y a d'abord la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, qui possède dans chaque département une direction départementale de la protection des populations, DDPP. Voilà, ce sont des gens qui sont accessibles, ce sont des gens qui sont là pour recevoir tout signalement en matière d'enfreinte aux droits des consommateurs, dès lors qu'un consommateur subit, vit et supporte une enfreinte à ses droits, comme c'est le cas quand une banque refuse à un consommateur d'instruire sa demande de crédit, eh bien, on peut faire des signalements. Il y a un deuxième espace d'entités qui peuvent être attentives aux droits des consommateurs, ce sont les institutions européennes. La Commission européenne a des directions générales qui sont chargées pour les unes de la concurrence, pour d'autres de la protection des consommateurs, qui sont soucieuses du respect des droits des consommateurs dans l'espace économique européen. Ce sont là des exemples d'institutions, d'entités auxquelles il est possible de signaler des anomalies en matière de droit de la consommation. Et puis enfin, il y a un troisième registre, qui est évidemment un registre plus acide, c'est celui qui pique un peu plus, c'est celui dans lequel on peut se risquer un peu sur des solutions un peu plus raides, c'est l'assignation en justice. Il n'y a évidemment rien qui s'oppose à assigner en justice une banque parce qu'elle ne respecte pas le droit en matière d'instruction des demandes de crédit des consommateurs. Ça n'a pas été fait, ou très peu, ou insuffisamment. C'est compte tenu du peu d'écoute des banques sur ce sujet fondamental pour les courtiers, sans doute la voie incontournable. Il faudra assigner des banques, il faudra que des juges soient saisis de la façon dont les banques se comportent dans l'instruction des demandes de crédit des consommateurs. C'est tout simplement la saisie de ce qui s'appelle maintenant le tribunal judiciaire, puisque les tribunaux d'instance et de grande instance ont fusionné. Donc c'est le tribunal judiciaire du coin, là où se passe l'enfreinte, qui pourra être saisi de la manière dont la banque répond et des arguments qu'elle utilise et de l'absence d'arguments qu'elle s'autorise lorsqu'on lui rappelle les arguments juridiques en vigueur. Voilà, constater, signaler, assigner des actes précis qui peuvent s'appuyer sur des normes juridiques précises existantes auxquelles aujourd'hui les banques ne répondent pas. Et encore une fois, une situation qui ne perdure qu'en raison de l'abattement, de l'inaction et du fait qu'on attend que les choses bougent, mais elles ne bougeront pas toutes seules en matière d'instruction de demande de crédit. Voilà ce qu'on peut dire sur ce deuxième sujet dans nos actualités juridiques du moment, qui n'est pas neuf, ce sujet n'est pas neuf de l'instruction, mais progresse. Il progresse, encore une fois, pas assez suffisamment pour passer ce cap qui permettrait de dire qu'on en est débarrassé et qu'il est derrière nous, mais beaucoup d'énergie se sont conjuguées depuis un an ou deux. Je rappelle le contexte que chacun connaît, évidemment, des banques qui prétendent déclarer la guerre aux courtiers, éliminer les courtiers du marché, parce que, évidemment, le courtier serait inutile. On peut rire très tranquillement de cette optique assez grotesque, assez contraire aux intérêts, mais surtout au comportement du consommateur, parce que la réalité, c'est que le consommateur cherche de plus en plus le courtage en crédit et que le courtage en crédit n'a pas disparu et que malgré les vicissitudes, malgré les souhaits des banques, malgré la crise économique, malgré les difficultés du moment, on peut jeter un regard assez positif sur la manière, encore une fois, dont les courtiers traversent ces difficultés économiques. Troisième et
Dernier point qui est en ligne sur Internet dans le site Village de la Justice à la minute même où nous l'abordons ensemble, aujourd'hui 22 mars à 11h30, une publication d'articles sur un sujet particulier, cette fois qui est un sujet de contentieux judiciaire, c'est la question du refus de crédit en présence d'un courtier en crédit. Quels sont les principes à l'œuvre et quelles sont les précautions à prendre? On s'aperçoit que ça devient un sujet. Pourquoi c'est un sujet judiciaire? C'est assez évident, évidemment. Bien sûr, parce que quand le refus de prêt est prononcé, constaté, ce qui n'est pas évidemment la situation la plus joyeuse pour le courtier pour plein de raisons, c'est qu'on n'a pas réussi professionnellement, c'est aussi l'absence de rémunération. Un courtier est une des rares professions qui peut travailler pour rien. Et là, c'est le cas. En matière de refus de crédit, il n'y a pas de mystère là-dessus. Pourquoi c'est une situation difficile? Tout simplement parce que le vendeur a la possibilité de réclamer des sommes à l'acquéreur. Et l'acquéreur qui n'a pas fait correctement le travail de recherche de prêt, il est responsable et il est susceptible d'avoir à payer des sommes, indemnités d'immobilisation, clauses pénales diverses et variées, dommages et intérêts. Enfin, voilà, il y a plein de possibilités. Et donc, on a ce risque. D'une façon générale, ce risque existe qu'en cas de refus de prêt, l'acquéreur, débouté de son prêt, déçu du prêt, soit sollicité par le vendeur pour lui payer des sommes. Et c'est des sommes qui peuvent parfois être importantes, plusieurs dizaines de milliers d'euros assez facilement. Et j'imagine que vous les avez tous et toutes en tête, ces sommes. Donc, le vendeur, rigoureux, un peu grincheux, va réclamer à l'acquéreur des sommes. Et qu'est-ce qui se passe quand la recherche est faite avec un courtier en crédit? Immédiatement, cet acquéreur qui est le mandant, le client du courtier en crédit, va se retourner vers le courtier en crédit et dire, mais moi, j'ai rien fait. C'est le courtier qui a fait tout le travail. Et on a là la création d'une situation pas forcément toujours bien gérée par le courtier, pas forcément toujours bien anticipée par le courtier, pas forcément toujours bien prévue même par le contrat de mandat. Et c'est dommage. Et on peut prendre des dispositions, on peut prendre des mesures correctives en anticipant ce type de situation qui, encore une fois, est pas. Je suis conscient que c'est pas le quotidien. Le quotidien, c'est pas le refus de prêt, et le quotidien, c'est pas le refus de prêt qui se transforme en pugilat au tribunal du coin. Mais c'est pas mal parce que c'est un contentieux qui est quand même très présent. C'est un contentieux très présent de la promesse ou du compromis de vente, et c'est un contentieux très présent lorsqu'on a un courtier dans le jeu et dans la boucle. Qu'est-ce qu'on peut dire? Rappeler d'abord les grands principes juridiques. On a tous à l'esprit cette célébrissime condition suspensive d'obtention de prêt, c'est l'article L313-40 du Code de la consommation, une espèce de formule magique, un miracle, qui permet de dire si j'ai pas le prêt, tout s'arrête. Si j'ai pas le prêt, il n'y a plus de vente. Je suis pas obligé d'aller signer. Je dis simplement que j'ai pas eu le prêt. Ça s'appelle la défaillance ou la non-réalisation, pas un terme très heureux, la non-réalisation, ça s'appelle la défaillance de la condition suspensive. Il y avait une condition suspensive, celle d'obtention d'un prêt. Elle défaille, j'ai pas eu le prêt, donc je ne suis pas obligé d'aller à la vente. Oui, ça c'est le principe et ça fonctionne bien la plupart du temps, surtout quand il y a eu une bonne communication, il faut le dire, entre le vendeur et l'acquéreur. Tout le monde s'est bien informé, ça se fait de façon presque complice dans le bon sens du terme. L'information circule, tout le monde est au clair. De temps en temps, ça capote. Et ça capote sur quoi? Sur le fait qu'il y a un deuxième principe juridique. À côté de la condition suspensive d'obtention de prêt de cet article L313-40 du Code de la consommation, il y a l'article 1304-3, alinéa 1er, 1304-3, alinéa 1er. C'est toujours sympa d'aller lire quelques articles en ligne sur Légifrance, c'est gratuit, qui nous dit très simplement, avec des mots très clairs, que la condition suspensive est réputée accomplie si c'est celui qui avait intérêt qui en a empêché l'accomplissement. La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui bénéficie de la condition suspensive a empêché l'accomplissement. On comprend bien que cette protection de la condition suspensive en cas de vente immobilière à crédit existe, mais qu'à côté, il y a
boulonner à cet avantage une autre sous-condition finalement, une autre condition très forte, qui est que l'acquéreur ne peut pas disposer de la condition suspensive comme il veut, jouer avec et dire je fais ce que je veux et éventuellement je me sers de cette condition suspensive pour casser la vente. Ça, c'est un article donc, du Code civil qui est confirmé par une jurisprudence pas abondante, torrentielle, permanente, depuis des années. En faisant le travail d'analyse et de recherche, on a identifié un arrêt de 1978, mais c'est constant. Donc, la condition suspensive existe. Elle permet de sortir d'une vente dans laquelle on n'aurait pas eu le prêt de façon paisible, mais pas tant que ça, parce que on a la nécessité de rendre compte, quand on en bénéficie de la condition suspensive, qu'on n'est pas aussi celui qui l'a empêchée et qu'elle a bien été déployée, activée extérieurement à celui qui en bénéficie. Ça, c'est assez fondamental. Et alors, pourquoi c'est fondamental? Parce que tout à coup, cette limite posée par l'article du Code civil entraîne un basculement de la preuve. C'est-à-dire que non seulement on ne doit pas empêcher l'accomplissement de la condition suspensive dont on bénéficie, mais en plus on doit prouver qu'on a bien agi, qu'on n'a justement pas empêché l'accomplissement de la condition suspensive de façon gratuite pour en bénéficier. Donc ça, ce basculement-là, il est fondamental et il est essentiel à comprendre pour le courtier en crédit parce que c'est là que la bascule se fait vers la responsabilité du courtier en crédit. Il y a une responsabilité de preuve. L'acquéreur doit prouver qu'il n'est pas à l'origine de la défaillance de la condition suspensive d'obtention de prêt. Il va se retourner vers le courtier en crédit en lui disant « Cher ami, on a un souci de preuve, donc je vous demande de me donner les informations qui permettent de prouver que mon travail de recherche de prêt que vous avez fait, bah, tout ça a été fait correctement parce que le vendeur me le demande. » Et je vous rappelle que dans tout ça, on est très vite dans un contexte judiciaire, on est très vite au tribunal, on est très vite devant un juge, avec toutes les contraintes judiciaires et juridiques que ça suppose, avec des contraintes de calendrier. Donc, au final, il y a un enjeu financier très fort qui peut peser assez rapidement sur le courtier et qui n'est soluble que dans une mécanique de preuve, dans l'existence de preuves. Et c'est là-dessus que les actions du client, les actions du courtier vont être comparées et rapprochées et que la sécurité juridique du courtier va s'installer ou définitivement s'effondrer. Qu'est-ce qu'on a comme action notable à avoir à l'esprit? Il y a celle qui incombe au client, puis il y a celle qui incombe au courtier, par définition. C'est celles qui vont nous intéresser. Le client, lui, il a plusieurs obligations. La toute première qu'on va retrouver pour le courtier, parce qu'elle est essentielle dans cette relation et dans cet aspect de la sécurité juridique du courtier, le client, il a pour obligation de formuler une demande de crédit, de rechercher un crédit dont les caractéristiques du crédit correspondent à celles de sa promesse de vente ou de son compromis de vente, de ce qu'on appelle l'avant-contrat ou du contrat préliminaire. C'est son obligation. Deuxièmement, il a évidemment des obligations de délai. Il doit respecter un délai pour rechercher le prêt, des délais pour communiquer avec son vendeur. Il est pris donc dans différents délais qu'on peut assez bien identifier parce qu'encore une fois, cet avant-contrat, la promesse de vente ou le compromis, va aller présenter de façon assez claire ces différents délais. Et puis, bien entendu, à l'intérieur de tout ça, le client, il a l'obligation de fournir des pièces. Il est bien évident, c'est le troisième point important pour le client, que la recherche du courtier ne peut pas s'opérer. Dit autrement et de façon très basique et empirique, un mandat donné à un courtier qui n'a pas la possibilité d'exécuter le mandat parce qu'il ne dispose pas des pièces, c'est évidemment un mandat qui n'a pas de valeur. Donc, la remise des pièces, c'est prévu d'ailleurs par le Code de la consommation. Hein. Je rappelle aussi qu'il est prévu par le Code de la consommation que le courtier indique la liste des pièces et le délai dans lequel les pièces doivent lui être remises. C'est l'article L313-16 du Code de la consommation. Et c'est évidemment un point très important dans cette relation entre le courtier et son client en cas de refus de prêt. C'est l'occasion de rappeler quelque chose
déjà diffusées, déjà présentées, déjà expliquées, mais qu'il est bon d'avoir à l'esprit dans cette situation un peu épineuse de refus de prêt en présence d'un contrat de mandat avec un client. La jurisprudence, y compris celle de la Cour de cassation, en 2014, le 12 février 2014, et vous avez toutes les références dans les articles qui sont diffusés dans le Village de la Justice, le site Village de la Justice, la jurisprudence a posé que s'adresser à un courtier en crédit pour un acquéreur, c'était comme s'adresser à une banque. Qu'aucun reproche, en d'autres termes, ne pouvait être fait à l'acquéreur qui s'adresse à un courtier en crédit, même si la promesse de vente est mal rédigée, comme c'est souvent le cas. Le compromis de vente ou la promesse de vente sont mal rédigés, souvent en termes un peu pathos et imprécis, ne considère que l'existence de banques, ignore l'existence des courtiers, alors qu'on sait aujourd'hui que pratiquement 40% en moyenne des emprunteurs vont s'adresser à un courtier et pratiquement 2 emprunteurs sur 3 pour les jeunes. Donc tout ça est inexistant, comme si ce marché n'existait pas, comme si ce n'était pas un sujet, ça, on ne le voit pas dans la promesse de vente. Et ben, les juges, la jurisprudence comble cette lacune de façon très efficace. La Cour de cassation, le 12 février 2014, a dit le client qui va voir un courtier en crédit satisfait pleinement à l'obligation d'aller déposer sa demande de crédit, même si la promesse de vente, le compromis de vente n'ont fait aucun effort en matière de rédaction et n'apportent pas cette précision. Ça, c'est quand même un élément très important à avoir en tête, même si je suis obligé de le dire par toute transparence, la pratique, notamment notariale, ne reconnaît pas cette solution juridique et évidemment s'arc-boute autour de la formulation de cette pauvre promesse de vente ou de ce pauvre compromis de vente dans lequel l'acquéreur n'a absolument rien dit que mettre une signature, il n'a rien discuté, il s'est pas posé de questions, il savait déjà qu'il irait voir un courtier, mais il n'a pas fait de remarque au moment de la signature du compromis ou de la promesse, il a avalé le document qu'on avait rédigé pour lui tel quel. La pratique notariale, donc, continue à faire un peu la sourde à l'existence de courtiers et à cette solution jurisprudentielle, mais qui s'impose là aussi de façon mécanique. Alors, elle est confirmée par beaucoup d'arrêts de cour d'appel, de différentes cours d'appel, Paris, Versailles, qui sont des arrêts plus récents que ceux de 2014, mais tout aussi clairs sur la solution juridique. Les actions qui sont offertes aux courtiers, on en identifie 3. La toute première, donc elle est fondamentale, c'est celle qui fait le lien avec les actions du client. La question centrale de la sécurité juridique du courtier en matière de refus de prêt, c'est celle des caractéristiques de ce prêt. À chaque fois que le courtier s'éloigne des caractéristiques du prêt telles qu'elles sont décrites dans la promesse de vente ou dans le compromis de vente, il y a un risque potentiel qui s'ouvre. Donc, la congruence entre les caractéristiques du prêt qui sont dans la promesse de vente, celles qui sont transmises par le client dans le contrat de mandat, couchées dans le contrat de mandat de recherche de capitaux et ce qui est recherché par le courtier, ça, c'est un sujet fondamental. C'est un sujet fondamental qu'on peut traiter de plein de manières, bien évidemment en s'assurant qu'il y a une parfaite adéquation entre ces caractéristiques. Deuxièmement, lorsque le client demande des choses différentes de ce qu'il y a dans le compromis ou la promesse, en marquant bien dans le contrat que c'est bien ce que demande le client et qu'il a bien compris qu'il demandait des choses différentes. Bien évidemment, troisièmement, en évitant de s'éloigner, de s'écarter de ces caractéristiques, comme la pratique commande de le faire très souvent dans la recherche de prêt. Dès qu'on s'éloigne des caractéristiques, il faut vraiment être très, très attentif, revenir vers le client, faire acter les choses. Là, le contrat de mandat va jouer un rôle essentiel et puis la traçabilité des échanges avec le client. Donc, premier sujet, les caractéristiques essentielles du prêt telles qu'elles existent et telles qu'elles traversent cette chaîne contractuelle différente, étanche, qui est l'avant-contrat, promesse ou compromis, le contrat de mandat et ensuite l'exécution du contrat par le courtier. Ça, c'est fondamental. Deuxième espace fondamental de sécurité juridique dans cette situation délicate, la gestion des délais. La gestion des délais. Bien évidemment, commencer à rechercher un prêt à 2 ou 3 jours du terme prévu par le promesse ou le compromis, c'est pas la même chose que le faire tout de suite. Être capable de prouver à quelle date on a déposé les demandes dans les banques. Tous les outils informatiques des courtiers ne comportent pas
la date de remise. On a d'un côté la fameuse carcasse, et de l'autre côté, on peut avoir des outils informatiques ou des mails qui sont tous très indépendants. Pouvoir prouver à quel délai on a remis les demandes aux banques, ça va être très important. Et puis, pour citer un exemple concret, un troisième dernier exemple concret, évidemment, gérer de façon extrêmement pointue l'atterrissage de la promesse ou du compromis de vente. Il faut communiquer très lourdement avec le client lorsque le courtier constate que la promesse arrive à échéance et que il va falloir que le vendeur, pardon, l'acquéreur, le mandant, le client du courtier, donne des informations à son vendeur. Donc la gestion des délais, c'est le deuxième sujet, la deuxième thématique importante pour le courtier. Il ne faut pas passer à côté des délais ni gérer les délais. La troisième thématique importante, c'est celle qu'on a évoquée tout à l'heure. Elle est assez évidente aussi, mais peut-être plus que quand tout va bien dans le prêt, encore que quand tout va bien dans le prêt, c'est aussi important, c'est la question des preuves. Encore une fois, on a cet article 1353 du Code civil qui pose la règle de preuve. On a une disposition équivalente dans le Code de la consommation. On a de la jurisprudence, notamment de la Cour de justice de l'Union européenne en 2014. Il faut bien avoir à l'esprit en toute circonstance, la preuve de ces obligations incombe aux professionnels. Si on me demande, en tant que courtier, si on me demande de montrer quelles diligences, quelles actions, quels travaux j'ai accomplis, c'est à moi de prouver ce que j'ai fait. C'est pas ni au vendeur de l'immeuble, ni à l'acquéreur d'apporter la preuve que j'ai mal travaillé. Donc, il faut que je puisse conserver des preuves. Et ça, c'est fondamental. Et donc, ça veut dire des traces écrites, ça veut dire des mails, ça veut dire des courriers. Voilà. Ça veut dire qu'une conversation téléphonique ne suffit pas. Ça veut dire qu'un mail que je n'ai pas conservé ne suffit pas, etc., etc. Donc, caractéristiques du prêt, point essentiel, gestion des délais et troisièmement, gestion des preuves, on va le dire comme ça. Voilà les trois éléments qui vont me mettre en sécurité avec une dimension que je souligne qui est assez importante, c'est que le droit des contrats de mandat comporte des spécificités. Les contrats de mandat sont des contrats. Il n'y a pas de scoop là-dessus. Mais les contrats de mandat sont des contrats, nous dit le droit civil, spéciaux, c'est-à-dire qu'ils ont un régime et des particularités, des colorations qui leur sont propres. Et un des articles très intéressants pour le courtier dans sa défense judiciaire dans ce cas de figure, c'est l'article 1989 du Code civil. 1989, le droit des contrats de mandat démarre avec le 1984 du Code civil. L'article 1989 nous dit quoi? Nous dit que le mandataire n'est tenu que par ce qu'il y a dans le contrat de mandat. Rien de plus. Et ça souligne, là aussi, une nouvelle fois, comme dans la plupart des cas, évidemment, le contrat de mandat est le pivot juridique de la relation contractuelle entre le client et le courtier. Et donc, ça souligne toute l'importance que le contrat de mandat soit aussi configuré, comporte des dispositions spécifiques pour gérer ces situations de refus de prêt, qui, encore une fois, ne sont pas légion, abondantes, mais on est quand même dans un environnement de rationnement de crédit. Hein, ça a été engagé en 2020. Les mesures du fameux Haut Conseil de stabilité financière, le HCSF, n'ont pas d'autre objectif que de rationner le crédit en France. Tout ça, c'est fait de concert avec les pouvoirs publics, avec la Banque de France, avec les banques elles-mêmes qui sont les prêteurs. Enfin bref, on est entré dans un incontestable environnement de restriction de crédit. Qui dit restriction de crédit dit refus de prêt plus abondant. C'est mécanique, il ne faut pas sortir de Polytechnique pour comprendre ça. C'est d'ailleurs la réalité. On voit que les volumes de prêts ont diminué, on voit que les refus augmentent. Ce n'est pas des proportions atomiques non plus. Le marché, je ne dis pas que le marché du crédit a disparu. On dit simplement que le marché du crédit est rentré dans une politique de restriction et de rationnement, et c'est incontestable. Même si à côté, on a une communication qui nous dit le contraire. Ce n'est évidemment pas le sujet, je ne commande pas la communication. Simplement les faits et la réalité. Donc, on a cet environnement de restriction de crédit qui nous conduit à des refus de crédit. On peut prendre conscience donc de ces trois dimensions extrêmement importantes qui améliorent la sécurité juridique et surtout judiciaire, en l'occurrence du courtier en crédit.
Et en concluant, donc, après avoir souligné l'importance du contrat de mandat de recherche de capitaux et avoir insisté sur le fait qu'un contrat de mandat vaut pas un autre, que deux contrats de mandat de recherche de capitaux ne se ressemblent pas, que ce qu'on met comme clause, la façon dont les choix qu'on fait, les choix qu'on fixe, c'est des sujets extrêmement importants pour améliorer la sécurité juridique du courtier, prévoir différentes situations qui ne sont pas non plus innombrables. Il n'y a pas non plus des milliards de situations dans lesquelles ou contre lesquelles le courtier doit se protéger ou se prémunir. Mais en tout cas, avoir un contrat de mandat de recherche de capitaux qui est construit et pensé pour être un soutien efficace en cas de refus de prêt et d'embrigadement judiciaire et d'explosion judiciaire de litige qui devient complètement effervescent, dans lequel tout le monde se retourne à coups de matraque contre tout le monde, ça, c'est quand même bien pratique. Le dernier point à souligner en cas de refus de prêt par un courtier dans le contexte et les normes juridiques qu'on vient d'évoquer, il est assez important, il est tiré de l'expérience des contentieux sur ce point-là. Il est assez important et il est le suivant, je vais le formuler de façon très simple. Il n'existe pas de devoir de conseil en crédit du courtier en cas de refus de prêt. Pas de conseil en crédit du courtier en cas de refus de prêt. Les malheureux d'entre vous, les malheureux courtiers qui ont des contentieux autour de ce type de sujet et de litige, le refus de prêt dans le cadre d'un mandat de recherche de capitaux, vont immédiatement vivre et se voir opposer de la part essentiellement de leurs clients acheteurs dépités par le refus de prêt et pressurés, mordus jusqu'au sang par le vendeur qui, lui, veut pomper l'indemnité d'immobilisation et autres substantielles indemnités. La première chose qu'on va dire au courtier en justice, c'est vous aviez un devoir de conseil. Vous avez un devoir de conseil. C'est le truc qui est mis à toutes les sauces, le devoir de conseil. Hein. Souvent, pour ceux qui sont très imaginatifs, pour les avocats très imaginatifs, c'est agrémenté de devoir d'information et de conseil. Il y en a qui vont jusqu'à vous écrire que c'est un devoir d'information et de conseil renforcé, avec, en plissant les yeux, une façon de souligner que là, vraiment, le courtier a vraiment mal fait son travail et qu'il n'y a vraiment pas de pitié à avoir. Il faut vraiment le harponner jusqu'à la moelle, sans état d'âme. Ben non, là aussi, il ne faut pas se laisser impressionner. Il n'y a pas de devoir de conseil du courtier en crédit en cas de refus de prêt. Il y a évidemment un devoir de conseil du courtier en crédit, on le connaît bien. Hein. C'est l'occasion de le ressasser. R519-28, R519-29 du Code monétaire et financier, quelques jurisprudences euh, qui ne concernent que le courtier en crédit, que le courtier en crédit et ses mandataires ou ses salariés, hein, bien sûr, mais les banques n'ont pas de devoir de conseil en crédit, on rappelle à l'occasion. Il y a un devoir de conseil en crédit quand le crédit est distribué, quand l'activité d'intermédiation et de courtage se déroule jusqu'à son terme. Là, oui, il y a un devoir de conseil en crédit. Mais il faut être très clair et avoir très clairement cette disposition à l'esprit. Il n'existe pas de devoir de conseil en cas de refus de prêt. Et on peut même dire, d'un point de vue juridique, c'est un point de discussion, et je le dis avec toute la réserve que ça comporte, mais assez solide quand même. On peut même dire qu'en cas de refus de prêt, il n'y a pas d'intermédiation par définition qui s'est produit, et donc le droit de l'intermédiation ne s'applique pas. C'est un peu exagéré parce qu'en réalité, une partie des obligations de l'intermédiaire s'applique quand même. Mais mettons-le de côté pour le raisonnement, parce que pour le raisonnement, c'est pas faux. En cas de refus de prêt, il n'y a pas d'intermédiation. Le droit de l'intermédiation ne s'applique pas. Et en tout cas, ce qui est archi, super, ultra clair, c'est que quoi qu'on vous dise, quoi qu'on vous écrive, quoi qu'on vous pressure ou qu'on vous menace, il n'y a pas de devoir de conseil du courtier en crédit quand le prêt est refusé. Ça n'empêche pas de prendre toutes les dispositions qu'on a évoquées, les dispositions en matière d'attention suprême aux caractéristiques du prêt, de gestion des délais et de gestion de la preuve, comme on l'a exposé ici. Comme vous retrouverez tout ça donc après cette intervention, cette conférence, dans les articles du Village de la Justice. L'un aujourd'hui, 22 mars, sur les principes, l'autre mercredi 24 mars, c'est en 2 épisodes, sur les actions
à conduire par le client ou par le courtier, avec beaucoup d'attention, en attirant beaucoup votre attention sur le sujet, parce que peu de précautions, de la négligence sur tous les sujets qu'on a évoqués peuvent très vite se transformer en risque assez élevé pour le courtier, en risque de condamnation financière. Voilà les 3 points de nos actualités juridiques de ce printemps qui débute, un printemps 2021 et une année 2021 qu'on espère plus sympathique et plus radieuse que les précédentes, mais en tout cas qui a montré de façon totalement efficace la parfaite présence, la parfaite efficacité du courtage en crédit qui, plus que résister, se montre un véritable atout, un profond atout, un authentique atout dans le commerce bancaire français. Je n'ai pas pu vous voir, mais je suis très heureux d'avoir pu échanger avec vous et j'espère que vous avez trouvé un peu d'intérêt et en tout cas quelques sujets de réflexion dans dans les 3 aspects juridiques que nous avons évoqués qui touchent de façon très pratique l'activité du courtier en crédit. Je serai très heureux de vous retrouver, quelle qu'en soit la manière, ces prochaines semaines. Je vous souhaite à tous un bon salon Crédit Digital, bien sûr, de bons séminaires et de bonnes activités de courtage. À bientôt.